Bien, bonsoir à tous, bon après-midi à tous. Nous allons commencer cette session intitulée Gardiens de la Terre. Petit écho. Avant de démarrer la session, nous avons l'honneur de recevoir 5 musiciens qui vont venir nous faire une performance musicale. Je vous prie donc d'accueillir Quanah, Rodney, Hockey, Jared et Stephanie, qui vont nous faire une performance musicale. Welcome on stage. Voilà, merci beaucoup à ce concert internation, puisque Quanah est de la tribu Ute, Rodney Algonquin, Hockey Lakota Ho-Chunk et Jared Dene. Stéphanie étant Puebla. Merci encore. On va donc démarrer cette session autour du thème des gardiens de la Terre. Pour ma part, je suis Antoine Coffer et je m'intéresse aux imaginaires de la nature et aux incursions de l'histoire dans la littérature en particulier. Pour ce panel, nous avons la chance d'avoir avec nous Dr. Yvette Running Horse Collin, ici présente. Dr. Yvette Running Horse Collin est membre de la nation Lakota Oglala. Elle travaille depuis une vingtaine d'années sur les connaissances traditionnelles et les sciences Lakota. Elle est ici en France dans le cadre de sa recherche postdoctorale au CNRS, dans le cadre de laquelle elle étudie le rapport du cheval aux peuples autochtones dans les Amériques. Nous avons également avec nous Nick Martin, à ma droite, membre de la tribu Saponi. Nick est rédacteur pour la rubrique Affaires indigènes du journal High Country News et il est rédacteur collaborateur à The New Republic. Il nous vient du sud des États-Unis et pour son œuvre de dramaturge en particulier, il a reçu le prix Young Native Storyteller
du programme de spectacle vivant indigène de l'université de Yale. Nous avons à ma complète droite Yanouana Christophe Pierre, qui fait partie du peuple Kalina. Il grandit dans le village de Terre-Rouge, sur le Bas-Maroni. Yanouana est cofondateur et porte-parole du mouvement Jeunesse autochtone de Guyane. Et il a été élu vice-président du Grand Conseil coutumier des peuples amérindiens et Bushinengue. En 2018, il réalise son premier film, Hunt Plus, Les Origines, qui reçoit plusieurs prix, dont le prix découverte audiovisuelle 2020 de la SCAM. Enfin, nous avons avec nous, ici présent, Julian Brave Noisecat. Julian est formé aux universités de Columbia et Oxford, écrivain et cinéaste, membre de New America et du Type Media Center. Il co-réalise actuellement son premier documentaire qui suit les recherches de tombes anonymes du pensionnat dans lequel sa famille avait été envoyée à Williams Lake, en Colombie-Britannique. Welcome et merci à vous d'être avec nous. Je vais donner un tout petit peu de contexte pour initier cette conversation autour des gardiens de la Terre. La période contemporaine que nous traversons se caractérise par un fait, en tout cas dans le monde occidental, c'est que nous nous inquiétons. Et nous inquiétons de notre avenir. Une inquiétude qui, je crois, est partagée enfin par tous. Cette inquiétude entraîne avec elle un mouvement salutaire, encore trop discret, on peut s'en plaindre, de retour. Un retour vers le savoir et les modes de vie de populations autochtones. Quand je dis population autochtone, je parle du Brésil au Fidji, en passant par l'Amérique du Nord, le Mexique et bien d'autres. Avec cette idée que c'est un rapport différent, direct, immédiat, et peut-être spirituel avec la nature qui se joue dans ces communautés. Dans ce cadre, on prête volontiers à ces communautés autochtones le rôle de gardien de la terre. Derrière cette expression un petit peu rassurante se nichent pourtant deux notions fondamentales et peut-être moins évidentes qu'il n'y paraît. Puisque dans le terme de gardien, on a bien l'idée d'un rôle, d'une responsabilité de l'être vivant dans la sauvegarde de quelque chose. Et dans la notion de terre, on a l'idée que on a un être universel ou quelque chose qui est au-dessus de nous, que nous avons tous en partage. Ma première question concerne donc la jonction de ces deux termes, à savoir comment se manifeste cette dualité dans vos communautés, dans quel rapport à la terre vous situez-vous et comment concevez-vous ce rôle, cette responsabilité que l'on vous fait porter? Question large, si quelqu'un veut se lancer. Merci. Bonjour. Tashunke iankewi imajiap miwakanti oshpai eta wau. My name, mon nom, se traduit par, excusez-moi, c'est pas très élégant, mais je vais le mettre en français. Les chevaux l'ont choisi pour courir avec eux. Okay. And do you want this one or no? Yes, go ahead. All right. She's fast. So my name is Yvette Running Horse Collin, and as Antoine explained, I'm from the Oglala Lakota, but actually that's not our nation. Our nation is the Oceti Sakowin. Merci, Antoine a expliqué, je suis de la Oglala Lakota, mais en fait, ma nation s'appelle Oceti Sakowin, ce qui signifie les 7 feux du Conseil. And so the United States government separated tribes that they were particularly worried about from a military standpoint. Donc les États-Unis ont en fait fragmenté les tribus qui les inquiétaient d'un point de vue militaire. And we were one of those peoples, and so they separated us into different areas, and we're in different states. Et donc nous, on faisait partie de ces tribus et on a été donc fragmentés, dispersés dans différentes zones et dans 7 États différents. So we are the Oceti Sakowin. Donc nous sommes les Oceti Sakowin. So I think, Antoine, your description of Guardians of the Earth is actually completely aligned with our Lakota way of understanding and being.
Et je pense, Antoine, que votre description des gardiens de la Terre est complètement alignée avec notre façon de voir la vie au sein des Lakota. We have never been frightened of that responsibility, and for us, the earth is our mother or grandmother, depending. So for my generation, the earth is our grandmother, and for my mother's generation or before, it would be mother. Et nous n'avons jamais eu peur d'endosser cette responsabilité par rapport à la Terre que vous évoquez, car pour nous, la Terre est notre mère ou bien notre grand-mère, selon les générations. Par exemple, pour moi, la Terre est ma grand-mère, et pour ma mère, la Terre est sa mère. So if you look at our native nations and our cultures, and you compare them to many of the Western cultures, I would say from my experience being here and being able to learn firsthand, so the dominant culture is primarily focused on resource extraction, whereas our cultures were primarily focused on sustainability and balance. Je me permets cette petite incise, il y a un petit écho à la régie. On entend. Voilà. Donc, je pense que ce que je peux partager avec vous, ce que moi j'ai pu observer du monde occidental et des différences entre les cultures du monde occidental et la nôtre, c'est que moi, d'après ce que j'ai vu ici, la culture occidentale est principalement une culture qui dépend de l'extraction des ressources, alors que pour nous, il s'agit plutôt de trouver un équilibre avec la terre. And much of the material that you have read about us, it says that we are nomadic. Vous avez lu que nous sommes des nomades, and that we followed the buffalo. que nous avons suivi les bisons, And we did move around, et il est vrai qu'on s'est déplacé. but it wasn't aimlessly and it wasn't just to follow the buffalo. Mais ce n'était pas uniquement pour suivre les bisons ou alors sans autre but. We traditionally, with the help of our allies, managed a very large part of what people know as North America now, from the Yukon all the way down to the Caribbean. And actually, his people are some of our relatives as well. So, the Saponi, our relatives. Et en fait, avec nos alliés traditionnels, nous avons longtemps géré une grande partie de ce qui est maintenant l'Amérique du Nord, qui va du Yukon jusqu'aux Caraïbes. Et les personnes qui sont ici présentes font partie de notre famille. So we've experienced great difficulty with the onset of colonization. La colonisation a posé beaucoup de difficultés pour nous, évidemment. All of the policies, put into place by the U.S. and Canadian governments about our peoples were to change our way of life. And one of the effects you see today, right? So they enclosed us in small spaces that they call reservations, but they were prisoner of war camps. We have a number, prisoner of war camp number. And what it did is it prevented our ability to practice our sciences of rebalance and regeneration. Il y a encore un petit peu cet écho, si possible. Désolé. Donc, partout, ce que je peux dire, c'est que partout, toutes les politiques du gouvernement, que ce soit des États-Unis ou du Canada, avaient comme objectif de changer notre mode de vie. Et l'effet de cette politique a été de nous couper de nos sciences, de nous enfermer dans les espaces clos qui sont les réserves, qui sont, on dit les réserves, mais en fait ce sont des camps de prisonniers, à vrai dire. Et ça nous a coupé de notre science, de notre savoir, ce qui nous a empêchés de mener les pratiques qui nous permettent de trouver une régulation et un équilibre avec la nature. But as Antoine referred, we have a responsibility. And it's a big responsibility, and we take it very seriously. So even at the threat of death and genocide, we practiced our ways and our sciences. Et comme Antoine l'a dit, la responsabilité est énorme et c'est une responsabilité que nous assumons. Et même au moment où nous étions menacés par la mort et souffraient du génocide, nous avons continué nos pratiques. These had to go underground
They had to be practiced in the dark. As my mom says, sacred had to become secret. Donc ces pratiques sont devenues clandestines, on devait pratiquer dans le noir, et comme ma mère l'a souvent dit, le sacré est devenu le secret. But the world is changing now, and people are deciding that behaving in those ways is no longer acceptable. And so we have an opening, and our people are going to take it. And so I'm actually here at the urging of my elders. They are my teachers, and they are the holders of this information and these sciences. And so they asked me to come to this festival this weekend, and so I'm honored to be here and to bring their words forward. Mais actuellement, le monde change et ces anciennes pratiques de colonisation et de violence ne sont plus admises comme avant. Cela représente une ouverture et dans cette ouverture, mon peuple compte avancer. Ce sont mes aïeuls qui m'ont encouragé à venir ici à ce festival. Ils m'ont chargé de communiquer avec vous par rapport aux informations et au savoir qu'ils détiennent. Je suis honorée de parler ici en leur nom et de parler avec vous. Wade Kochairap, Julian Brave Noise Catwan, Chachwa, Sukhwach, and Statlib Genditsk, Askedwich Dequin, Latwan Boobsman, Elliot Dictabik, de Seedqua, Vincennes, France. Hello, everyone. My name is Julian Brave Noise Cat. I wanted to begin by speaking some of my Secwepemc Chin, my Secwepemc language, because there are very few fluent speakers remaining, and I'm very fortunate that my grandmother taught me this language. I come from the Secwepemc and the Statlian peoples. We're Salish people from the Fraser River area of what is now British Columbia, Canada. A long time ago, our ancestors, way back probably at the end of the last ice age, were living around the mouth of the Fraser River and the Fraser River Delta. And my ancestors were the ones who said, the better hunting grounds are north, let's go up towards those mountains. And some other Salish people, they said, the better fishing grounds are south, down towards what's now Seattle, let's go this way. And so we parted ways like that, and it turned out that the better hospitals in the long run were to the north in Canada, and the better spots for casinos were to the south. It is what is now the United States. But I wanted to begin in that way because in our Salish languages, linguists study them because they, as you might have heard, have very different phonology is the term, very different sounds in them than Indo-European languages, so they were studied along with many other languages in the Pacific Northwest. And in the study of our language, our languages, which are called agglutinative by linguists, which means that you can create words with different roots, affixes, and suffixes. So very fluent speakers of Salish languages can make words on the fly. It's actually really cool. In the study of those languages, the root word for both earth and human being are actually the same. So the word for earth or land in a lot of the Salish languages is temich or temech or something along those lines. And the suffix that denotes a human being from a particular place is much or emch. It's the same word. And the idea behind that is that to be a human being is to be a person from a place. That being from a particular place on the land is core to what our humanity is. And I think that that idea is not necessarily particular to my people. The term indigenous itself, of course, means to be a first person of a particular place on the land, to be an original inhabitant of that area. And I think that today, you see a great deal of indigenous activism and leadership on environmental causes, in large part because that notion is shared, that to be human
is to be connected to the place that we come from. And that comes with an imperative to maintain that connection and, when necessary, to defend the things that feed us, that give us medicine, that help us have clean water, and all these sorts of things that are core to our ability to remain as distinct peoples, and that is the case for my people as well. Kuksjan, thank you. I'm so sorry. Encore un petit écho, si jamais il y a moyen de rétablir ça, merci. Bonjour, Julian a commencé par se présenter dans sa langue natale, puis il a dit « Il y a très peu de locuteurs de cette langue et j'ai la chance que ma grand-mère me l'ait transmise. Je viens de la tribu des Secwepemc et une autre tribu autour d'une région près du fleuve Fraser en Colombie-Britannique. Et depuis le dernier âge de glace, mes ancêtres se sont établis autour de la source de ce fleuve. Et puis certains ont décidé qu'il serait mieux d'aller plus vers le nord pour pouvoir y chasser, et d'autres ont décidé au contraire qu'il faudrait qu'ils aillent vers le sud pour pouvoir pêcher. Et c'est ainsi qu'ils se sont divisés. Et finalement, les meilleurs hôpitaux se sont trouvés vers le nord et les meilleurs casinos vers le sud aux États-Unis. Mais ce que je voulais faire en commençant ainsi, c'est vous démontrer également que nos langues, qui sont étudiées par des linguistes, ont une phonologie très particulière et très différente des langues indo-européennes. Elles ont été étudiées notamment car il est possible de créer des nouveaux mots en ajoutant des syllabes, et c'est ce qui fait que certains locuteurs natifs qui maîtrisent bien la langue sont capables de créer des mots tout en parlant. Et il se trouve que dans cette langue, la racine pour le mot terre et du mot humain sont la même. Et pour expliquer d'où on vient, il suffit d'ajouter une petite syllabe au mot afin de pouvoir dire d'où on vient. Et donc finalement, ce que ça signifie, c'est que d'être humain, ça veut dire venir de quelque part. Venir de quelque part sur Terre. C'est au cœur de l'humanité, finalement. Et en réalité, ce n'est pas une spécificité de mon peuple, car être autochtone signifie être un habitant d'origine. Et aujourd'hui, on voit que dans le militantisme autour de l'environnement, il y a cette idée, l'idée que d'être humain, c'est d'être ancré dans un lieu vivant, et qu'il faut maintenir ce rapport que nous avons à la terre et le défendre, car c'est cette terre qui nous donne des vivres, des médicaments, de l'eau, et c'est finalement ce qui nous rend humains. I'll follow up with, I guess, two main thoughts. Trying to decide which one to do first. I guess I'll speak on the personal first to maybe respond to the prompt. Our people's language is a Siouan language. That's, as you were speaking earlier, we used to be a part of the Ishtahteksakoan, and then we eventually came to the southeastern United States. And when we came there, the land was much different than what it was, back home. It is woodland. It is while we did, yes, there were, up until colonization, there were buffalo in Virginia, the state of Virginia, where we were located until about 300 years ago. Our way of life became much more centered and much more stationary around this main river in Virginia. Our towns and villages were built along it, our trade routes, and our interactions with other tribes and nations within this region was all built around this one great waterway that fed out into the Atlantic Ocean. Alors, je voudrais simplement ajouter deux idées pour répondre à ce qui a déjà été dit, et je me demande simplement quelle va être la première, mais je pense que je vais d'abord parler d'un point de vue plus personnel.
Donc, comme cela a pu être mentionné, nous avons une langue bien particulière pour notre peuple et qui a évolué au fur et à mesure que notre peuple s'est déplacé, notamment vers le sud-est des États-Unis. Quand notre peuple est arrivé à cet endroit-là, la terre était très différente de celle qu'elle connaissait à l'origine. C'était une terre qui comportait beaucoup plus d'arbres, de forêts, et jusqu'à la colonisation, effectivement, comme ça a pu être mentionné également, des buffles, notamment en Virginie, où vivait notre tribu jusqu'à il y a environ 300 ans. Le mode de vie est devenu plus centré autour du cours d'eau, de ce cours d'eau en Virginie, et tout tournait autour donc de ce cours d'eau, cette rivière, les relations avec les autres nations, les autres tribus qui peuplaient la région. Tout s'établissait donc autour de ce cours d'eau qui se jetait dans l'Atlantique. When the English arrived and began to colonize the land that would eventually become the state of Virginia, there was a brief period where our tribe, along with several other smaller tribes, were forced into this fort. It's called Fort Christanna. And one of the methods of getting all of the tribal members to, from all of these different communities into this place to live was by taking the children and harboring them within the fort's walls, which were these massive wooden structures, this massive wooden structure that was shaped like a pentagon. It was there that Christianity was introduced to our people, that the English language was it was beginning to be forced upon our people. And it's the beginning of, for us, what was a long into our everyday speaking of the Siouan language. After Fort Christanna, when it was disestablished, we did not, our relationship to the water and to this river, though, maintained. And the problem was that our areas along the river that we had lived there for generations and generations were becoming overcrowded by the English, and they were pushing us out of the lands that we had once lived upon. So what my people did was follow a branch of this river, a little bit bigger than a creek, and they followed it down south until they eventually settled the area that's known as High Plains, which is where my people live today. Ensuite, les Anglais sont arrivés et ont commencé à coloniser ce qui deviendra ensuite l'État de Virginie. Et il y a eu une brève période de temps au cours de laquelle notre tribu et d'autres plus petites tribus qui étaient associées ont été réunies par les autorités britanniques de l'époque dans ce qu'on pourrait appeler un fort. Donc toutes ces communautés ont été rassemblées et l'une des méthodes pour mettre ces communautés locales au pas, c'était notamment de prendre les enfants et de les enfermer dans ces forts qui étaient donc des grandes structures avec des murs de bois extrêmement élevés. C'est à cette époque-là que le christianisme a été introduit auprès de ces tribus, tout comme la langue anglaise. Ces deux notions ont été apportées de force sur nos tribus, et c'est à ce moment-là que nous avons commencé à perdre l'usage quotidien de notre langue. Après cette brève période du fort, donc, il y a eu un problème qui s'est présenté, c'est que les zones que nous peuplions avant autour de la rivière, depuis des générations et des générations, étaient surpeuplées par l'arrivée des Anglais. Nous avons donc été repoussés plus loin de la rivière. Et ce qu'a décidé de faire mon peuple, c'est de suivre l'un des bras de cette rivière, de descendre vers le sud, et nous nous sommes finalement établis dans la région des Hautes Plaines, où vit toujours ma communauté aujourd'hui. So we've lived there since the early 1700s, and while our way of living shifted into a much more agrarian lifestyle, we first became sharecroppers, where we were basically forced to work off a debt forced upon us by farming the land.
And then by the early 19th century, we're able to own that land and farm that land. Our relationship to this same body of water had not changed. My grandfather, who's 96 years old, will still tell stories of, in the 1920s and 1930s, they, in addition to living off of the white-tailed deer and living in off a number of, I guess, smaller birds, one of his favorite meals that he reflects on is the turtles from this this body of water that's a little bit larger than the creek. They would go down and fish the turtles out, break them out of their shells, and turn them into a stew. And it kind of epitomizes the way that our community has been bound to this body of water for, prior to and post-colonization. And to get to your point about this different mindset of what we see these bodies of water and lands for versus the extractive mindset, in the 1950s and 1960s, this riverway, okay. Oh, that was you. No, it wasn't you? Okay. This riverway was dammed off at the top in order to build a lake, in order to feed a coal plant that was built. You can see it from some of the houses in our communities. And our people were forced off of our land so that they could excavate this massive, which my grandfather, who's on my mother's side is non-native, my grandfather was one of the lead construction workers on this project. And so they dug out this lake and built this coal plant next to us. So on the one hand, you immediately get lakefront property, and on the other hand, you immediately get coal runoff and coming up through the pipes in your waters. You immediately, the air quality around you, high levels of asthma, not just in our community, but in the neighboring, Black community, as well as the neighboring poor white communities as well. And it's only about been maybe 3 or 4 years ago is when they first started talking about shutting down the coal plant. But there's been no talk about repatriating the land to our people or to any of the other communities that were forced out, so that Duke Energy could essentially make billions of dollars off of this land and the waters that we've lived off of for thousands of years. And that, I think, is where we see this disconnect, even as the shift towards renewable energies is being forced upon everybody by just the sheer effects of the past century of extraction. The solutions that are then being proffered are not ones that actually take into account the harm that was done to all of the peoples. And I am 100% sure that everybody on this panel could speak about a similar story of extraction, either personally or one that they know, where an indigenous community has not only been pushed off the land or made to suffer the effects of this extraction, but also is being ignored when it comes to the solutions and any idea, concept of justice or repatriation for the next century. And that's where I think there's still a gap in the bridge in the conversations that we have regularly around green energy and climate conscious solutions. I'll pause there because that was Depuis le début du XVIIIe siècle, nous avons donc commencé à vivre dans cette zone et notre mode de vie a changé. Nous sommes passés vers un mode de vie plus agraire. D'abord parce que des dettes qui nous avaient été imposées par les colonisateurs ont dû être remboursées par le travail de la terre. Et ça n'est qu'au début du XIXe siècle que l'accès à la propriété foncière a commencé à devenir possible pour nos communautés. Et notre lien à ce cours d'eau
donc n'a finalement jamais changé, puisque mon grand-père, qui est aujourd'hui âgé de 96 ans, nous racontait des histoires des années 20 où il vivait donc autour de ce cours d'eau et il parlait avec émotion de son repas favori qui était un ragoût de tortues, les tortues que l'on pêchait dans ce cours d'eau et dont on craquait la coquille pour pouvoir la cuisiner. Cela donc montre bien à quel point notre communauté est liée à ce cours d'eau, à cette rivière, depuis bien avant l'époque de la colonisation, mais cela prouve aussi que ça a continué après. Et cela me permet de revenir à ce qui a été évoqué avant, c'est-à-dire notre état d'esprit, le nôtre, ce lien que nous avons à la nature, contre une mentalité beaucoup plus extractive. Dans les années 1950 ou 1960, un barrage a été construit sur notre cours d'eau et l'objectif était de pouvoir construire un lac afin d'alimenter une centrale à charbon. On apercevait cette centrale à charbon qui avait été construite depuis les maisons de notre tribu, de notre communauté. Beaucoup ont été expropriés pour que cette construction soit possible. Mon grand-père de l'autre côté, qui n'était donc pas d'une communauté autochtone, a même travaillé sur ce chantier. Il était responsable de la construction. Et vous aviez donc cette dichotomie. D'un côté, il y a donc des personnes à qui appartiennent cette terre, qui ont toujours vécu sur cette terre, et de l'autre, des tuyaux qui rejettent les déchets de cette centrale dans le cours d'eau. La qualité de l'eau s'en est trouvée, la qualité de l'air, pardon, s'en est trouvée extrêmement diminuée, à cause des problèmes d'asthme, non seulement dans ma communauté, mais aussi dans les communautés noires des environs, des communautés blanches les plus pauvres, et cela fait seulement 4 ans que l'idée a été évoquée d'enfin se débarrasser de cette centrale à charbon. En revanche, dans les solutions qui sont évoquées pour ce faire, personne ne parle de rendre la terre à ceux à qui elle appartenait. Nous avons donc une entreprise qui a généré des millions de bénéfices en profitant de nos terres, en profitant de notre cours d'eau, et c'est là que l'on voit ce déséquilibre, alors même qu'aujourd'hui, une transition vers les énergies renouvelables s'opère à travers le monde, que l'on commence à devoir faire. Nous n'avons plus tellement le choix. C'est en raison de ce siècle de mentalité extractiviste que nous en arrivons là. Et dans les solutions qui sont envisagées, dans les solutions qui sont proposées, aucune ne prend en compte, aucune ne reconnaît le tort qui a été causé aux personnes qui ont été chassées de leurs terres. Et je suis sûre que tout le monde dans ce panel a des histoires similaires à raconter, comment des communautés autochtones ont pu être chassées de leurs terres, mais en plus, aujourd'hui, sont complètement laissées de côté dans les solutions qui sont envisagées pour une justice et une réparation. C'est là, pour moi, que s'opère la vraie différence et que l'on voit qu'il reste encore un écart extrêmement important entre les deux mentalités. Koibolegase, Yetuma Yanuana, Atuma Nibonawa, Delomeo Piaïtawanyo. Bonjour à tous, je m'appelle Christophe Yanuana Pia, je suis du peuple Kalinia, issu du Bas-Maroni en Guyane, entre guillemets française. Bon, on peut oublier Christophe, vous pouvez m'appeler Yanuana, parce que ça reste un prénom très difficile à porter étant autochtone. La Guyane, c'est du coup aujourd'hui un département français. Et du coup, je suis de nationalité française, du fait de l'histoire. La Guyane, c'est un bout d'Europe en Amazonie. C'est de là où a décollé James Webb, il n'y a pas si longtemps, où il y a des fusées régulièrement qui sont envoyées dans l'espace. Mais tout ça, c'est fait sur l'accaparation des terres autochtones. Puisque Christophe Colomb est arrivé en Guyane en 1503. Et ensuite, il y a eu des guerres entre colons eux-mêmes. Mais quand la Guyane est devenue française, c'était sur le concept de terra nullius, des terres vacantes et sans maître. Donc la France a décrété qu'il n'y avait pas d'être humain sur ces terres et que du coup, la Guyane leur appartenait de fait.
Et aujourd'hui encore, le fait que l'État français soit propriétaire d'une très large majorité des terres guyanaises repose sur cette notion. Donc ça fait des années et des années qu'on lutte pour faire valoir nos droits, mais on se heurte à la Constitution française, puisqu'en France, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Donc il ne peut pas y avoir de peuple autochtone. On a subi une déstructuration de nos communautés par les internats forcés catholiques. Il y en a d'ailleurs encore un d'ouvert aujourd'hui. On va en parler demain, justement. Du coup, aujourd'hui encore, certains enfants amérindiens se retrouvent élevés par des bonnes sœurs. Sur la question des espaces naturels, sur la question de la préservation de l'Amazonie, aujourd'hui, nous sommes le pays amazonien le mieux conservé du coin. Pas parce qu'il y a eu toute une volonté de la préserver, mais c'est que personne ne nous connaît. On est très reconnu, la Guyane, même le président Macron a décrété il n'y a pas si longtemps que c'était une île. Donc, Guyane, ça se trouve entre l'énorme Brésil et le petit narco-pays qu'est le Suriname. Donc, il y a aujourd'hui 6 peuples. Donc, moi, je suis Kalinia. Il y a les peuples Wayampi, Wayana, Teko, Palikour et Lokono. À la base, il y en avait une trentaine, mais la colonisation en a fait disparaître pas mal. Sur la question de gardien de la terre, je pense que c'est assez intéressant, puisque je pense que partout, à travers l'ensemble du continent, tous les peuples autochtones se battent pour récupérer leurs terres. Mais il y a des fois un dialogue qui n'arrive pas à s'installer puisqu'on ne parle pas de la même chose. Dans le sens où, dans le concept occidental, il y a une coutume à dissocier les choses les unes des autres, à disséquer les choses, à les ranger dans des tiroirs, dans des cases, dans des tableaux. Et si par exemple, je reprends la question des revendications des terres, nous quand on parle de préserver, de récupérer ou d'être libre sur des terres, on ne parle pas de foncier. On ne parle pas d'une couche d'un certain nombre de centimètres de terre. On parle du noyau de la terre jusqu'aux étoiles. Parce que tout ça est un tout. Et c'est vrai que du coup, rien que dans les concepts et dans les discussions que l'on peut avoir des fois, on ne se comprend pas. Et il en va de même pour le mot gardien. Je trouve, des fois, quand on échange avec les aînés, que c'est un concept bien prétentieux. Dans le sens où on fait partie de ce tout qu'est le monde. Le mot nature n'existe pas chez nous. Et que, étant composant de cet ensemble qu'on appelle monde, on fait en sorte d'aller bien et que les choses aillent bien, que les choses restent saines, pour que nous-mêmes, nous restions sains. Donc c'est un tout qu'on refuse de disséquer, c'est un tout qu'on refuse de parceller, et c'est un tout dans lequel on évolue et dans lequel on survit maintenant depuis quelques centaines d'années, puisque le rencontre des mondes a été quand même violent. Aujourd'hui, nos communautés sont affectées à la fois par l'évangélisation, puisque les églises évangélistes font un travail que l'Église catholique n'a pas réussi à faire. Du coup, ils tuent notre spiritualité.
il tue notre cosmologie. L'éducation aussi, le système français pousse à l'exclusion et à la discrimination. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se suicident. On a ensuite l'orpaillage illégal, puisqu'il y en a beaucoup d'orpailleurs qui viennent piller les ressources minérales de la Guyane sans autorisation et qui déversent du mercure dans les cours d'eau. Et du coup, aujourd'hui, tous les enfants sont contaminés par le mercure et développent beaucoup de saturnisme. Et tout ça dans un petit bout du pays des droits de l'homme. Tout ça allant dans l'une des plus grandes puissances militaires du monde. Mais en Guyane, on est ni défendu, ni protégé, ni respecté, ni considéré, et encore moins s'écouter. Puisque on en voit régulièrement ce discours, comment dire, un peu à côté de la plaque. On voit les représentants français déclarer au sommet des Nations Unies, pendant les COP, quand l'Amazonie brûle, ils s'alarment et tout, alors qu'il y a ce petit bout de Guyane qu'on souhaite vendre aux industries minières. Donc on s'exclame haut et fort pour donner des leçons au président brésilien, alors qu'on n'arrête pas de promotionner l'industrie minière dans l'Amazonie, entre guillemets, française. Donc, il est clair que pour être à la hauteur de cette responsabilité qui ne doit pas peser que sur les peuples autochtones, parce que c'est une responsabilité qui nous appartient à tous, nous qui sommes ensemble l'humanité. D'arrêter de contaminer, de polluer et de mettre à mal tout ce qui nous permet de vivre, que ce soit l'eau, la terre, l'air, etc. Il est clair que quand des fois on discute avec les aînés, ils nous disent mais condamner tout ce qui nous entoure, c'est comme si on se coupait une jambe consciemment et qu'ensuite on se coupait une autre main et qu'ensuite on se coupait une oreille et comme si finalement on se démembrait petit à petit. Tout ça pour du profit. Donc je pense que il y a les peuples autochtones qui, je pense, n'arrêteront jamais de défendre et de se battre pour leurs terres. Et il y a ce qu'on essaye peut-être humblement de faire aujourd'hui, c'est-à-dire de vous partager un peu comment on voit les choses. Et il y a ce qui repose sur vous aussi. Et vous, l'Occident au sens général, dans le sens où cette domination qui existe aujourd'hui a été inventée ici, est partie d'ici, et aujourd'hui régule la plupart des échanges qui peuvent exister dans le monde. Donc on a tous une responsabilité et nous pouvons tous être quelque part gardiens humblement, encore une fois, de cette terre. Moi, c'est comme ça que je considère les choses et c'est comme ça que les aînés m'ont transmis les choses. Voilà. Alors merci de vos interventions. À mesure de ces interventions, on a cheminé. Je vois qu'on est passé naturellement d'un rapport évident à la nature, un rapport direct,
Yvette nous disait que cette relation à la terre était inscrite dans la philosophie communautaire des Lakota. Julian nous a ensuite précisé que jusque dans la langue de sa communauté, la terre était inscrite dans l'humain. Et on a senti avec Nick également que malgré une migration forcée, ou dans la migration forcée, c'était aussi construit une sorte d'habitude au changement. J'entends que cette relation directe, immédiate, évidente à la nature dans vos communautés entraîne avec elle ou voit sur elle peser des menaces qui demandent une résistance. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on avait envisagé, mais vous êtes à la fois gardien de la terre et gardien par rapport à vous-même de tradition et de propriété. Donc face à ces menaces qui pèsent, comment est-ce que l'on fait face et comment est-ce que l'on répare les méfaits qui ont été commis sur les territoires et à l'encontre des peuples qui les sauvegardent ou qui les entretiennent? Thank you, Antoine, for that question. Merci pour cette question. This is something that, for my people, we discuss all the time. It's something that my elders have been talking about and praying about for a long time. C'est un sujet dont nous parlons beaucoup au sein de ma communauté et avec nos aïeux, nous en parlons depuis très longtemps. And for the Lakota, as in many indigenous cultures, but of course I don't speak for all of them, but I understand it's similar. And for us, it's a continuum. Et pour les Lakota et d'autres cultures autochtones, évidemment, je ne parle pas en leur nom, mais je pense que c'est similaire. Il s'agit de quelque chose qui est continu dans le temps. So for our people, we knew almost 2,000 years ago, we have known that this was going to happen for a long time. Et notre peuple sait depuis environ 2000 ans que tout cela devait se passer. And our ancestors have passed down this knowledge with clear instructions that we were to keep all of this knowledge safe and protected because there was going to be a time when the world needed it more than ever. Et nos ancêtres nous ont transmis ce savoir et ces connaissances avec une instruction très précise de préserver, de conserver ces connaissances, car il viendrait un moment où le monde aurait très besoin. And we have done this. Et c'est ce que nous avons fait. And sometimes our young people only feel they have their bodies to put on the line. Et parfois, nos jeunes pensent qu'il n'y a que leur corps qui puisse s'opposer à ces menaces. Because nobody listens to our words. Personne n'écoute nos paroles. And the laws do not protect us or apply to us. Les lois ne nous protègent pas et ne sont pas appliquées à nous. And so we're here today, and it's that time that we have been warned about and that we have learned about. Et donc, nous y sommes maintenant, à l'heure dont on nous a parlé, l'heure qu'on nous a dit allez venir, l'heure est là. And our people are ready to gather their allies, Notre peuple et ses alliés, indigenous and non-indigenous, autochtones et autres, because it is time. doivent se rassembler car l'heure est venue. And so you've noticed that we are entering these conversations more and more. Et nous sommes de plus en plus présents dans ces conversations autour de ces questions. And you will see a big change very soon. Et bientôt, vous allez voir, de grands changements vont venir. Good changes. Des bons changements. And that's what I would like to say for now. Mitaku yoyasin. Voilà le message que je porte. This is a hard question. Because
I find myself being both a cynic and an extreme cynic and an extreme optimist. And I don't know which side I want to address right now. Both, yeah. The optimist in me, I think one thing that I try to do is to look at things beyond a singular or even like a couple generations. And when you do that, you can recognize that, at least in the United States, the past 60 years in comparison to the past 400 plus years have been maybe the first time that the concepts of indigenous rights, land stewardships, and actual land repatriation have taken root beyond just the rhetorical and have become a concept that we actually have appointed and elected officials, indigenous mostly, but also non-indigenous, that are beginning at the very beginning of taking root. Land co-management, the actual return of land and lake and river and just general water body management to tribal nations, I think is an excellent example, recent example of what a part of the solution can look like. But to your point, do you want me to stop there? Yeah. À mon sens, c'est une question assez difficile parce qu'il se trouve que je suis à la fois un cynique devant l'Éternel, mais aussi un grand optimiste. Donc là, j'hésite sur la voie à choisir, mais je vais peut-être essayer les deux. Si je penche du côté de l'optimisme, je pense que ce qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas se limiter à considérer les 2 dernières générations, ou les 2 suivantes d'ailleurs, mais quand on constate tout ce qui a pu être fait, toutes les avancées qui ont eu lieu au cours des 60 dernières années par rapport aux 400 années qui s'étaient écoulées auparavant, et probablement plus, on constate que c'est tout de même la première fois que les idées de droit des peuples autochtones, de gestion de la terre, de restitution foncière commencent réellement à prendre racine et à apparaître dans les dialogues. Et aujourd'hui, cela se concrétise, ça n'est plus seulement des mots. Et c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, nous avons certains élus, représentants officiels, pour certains issus des communautés autochtones, d'autres non, mais qui commencent réellement à concrétiser ces idées par des solutions de gestion commune de la terre, de restitution de terres qui avaient été spoliées et des systèmes de gestion des cours d'eau et des lacs. Et plusieurs exemples récents, comme ceux que je viens de mentionner, nous donnent des pistes quant à ce que les solutions aux problèmes auxquels nous réfléchissons pourraient être. A few months ago, I had the opportunity as a reporter to go to the United Nations headquarters and cover the Permanent Forum on Indigenous Issues. And there I heard hundreds of Indigenous representatives stand up. And while I'm not trying to paint all of our problems with a broad brush, they're not all the same. But if you zoom out far enough, you recognize that the true problem that we're facing is that colonial governments and the spawns of colonial governments made in their models have an insatiable thirst for power. It used to be in very violent, and in many cases is still in incredibly violent ways that many Indigenous representatives spoke about in detail. And some of it is a few layers removed from direct violence, but comes with this shadowy hand that wants to still have the firm grip on the steering wheel and not allow Indigenous governments to actually manage the lands and the waters that they are supposed to be stewarding, in partnership or alone.
And I also heard and listened to American delegates and French delegates and delegates from every continent get up that are parts of these colonial governments or colonial spawn governments and speak about how much they supported the same concepts that will build a resilient planet, that will build a sustainable future. And it's hard to square that with the inaction that you still see, and in some cases, the direct actions that lead to violence and lead to assimilation, and then lead on to the destruction of the one world we have to live on. Il y a quelques mois, on m'a donné l'occasion, en ma qualité de reporter, de me rendre au siège de l'ONU et d'écrire, de faire des reportages sur le forum permanent des questions autochtones. J'ai pu entendre des centaines de représentants de communautés prendre la parole et s'exprimer sur les sujets qui les occupaient. Encore une fois, attention, toutes les communautés autochtones n'ont pas les mêmes priorités, les mêmes préoccupations, mais je pense tout de même que si l'on prend un minimum de recul, on peut voir émerger un problème commun qui est causé par des gouvernements coloniaux ou en tout cas leurs émanations, des gouvernements d'inspiration coloniale. Et ce qui les caractérise, tout et chacun, c'est la soif insatiable de pouvoir qu'ils ont tous. Et cela amène évidemment à de la violence. Alors c'est une violence que l'on voyait surtout par le passé, mais qui existe encore aujourd'hui, surtout lorsque l'on entend ces délégués prendre la parole et raconter leurs histoires. C'est une forme de violence qui est sans doute moins directe, mais on sent que ces gouvernements, ces pouvoirs en place, souhaitent mettre une main extrêmement ferme sur les ressources et avoir leur mot à dire dans tout ce qui concerne la gestion de ces ressources. Notamment, ils ne laissent pas la possibilité aux communautés autochtones de gérer la terre et les cours d'eau, alors que cela devrait normalement être le cas. Cela leur revient de droit, que ce soit les communautés elles-mêmes ou en lien avec des partenaires, dans des partenariats. Et à l'occasion donc de ce forum, j'ai pu également entendre des représentants de ces gouvernements coloniaux, post-coloniaux, de France, des États-Unis, mais de nombreux autres pays, s'exprimer de façon extrêmement détaillée sur tout le soutien qu'ils apportaient à des concepts, à toutes ces idées qui permettaient de construire un avenir plus durable. Mais je trouve que c'est difficile à croire quand on compare ces discours avec les actions que l'on constate parfois. Ce sont des actions qui, même à certaines occasions, causent directement la violence, par l'assimilation notamment, et qui aboutit également à la destruction de cette planète qui est la seule que nous avons pour vivre. So the optimist in me is hopeful that our relatively recent ability to not just participate but sway and have a true voice in global climate policies and human rights policies is a trend towards a better future. And the cynic in me says that the colonial governments waited too long to listen. So that's why it's a hard question to answer a little bit. Donc l'optimiste en moi veut espérer, parce que récemment, on a pu constater que la voix des communautés autochtones était davantage entendue, notamment dans l'établissement de politiques de lutte contre le changement climatique, de défense des droits de l'homme, et que cela nous permet donc d'espérer un avenir meilleur. Mais je dois également dire que le cynique en moi estime que ces gouvernements coloniaux, post-coloniaux, ont en fait attendu trop long et qu'il est aujourd'hui trop tard, ont attendu trop longtemps, et qu'il est aujourd'hui trop tard. So what I hear Nick, Yvette, and Yanawana saying is that indigenous peoples, and I would agree with this sort of group consensus, is that indigenous peoples find ourselves at a crossroads faced with very imperfect and unfair choices. On the one hand, we have these colonial institutions that were hell-bent on our destruction like yesterday,
And we're now faced with the opportunity to go into them and try to change them. But they're still colonial institutions, and they might change their minds and be hell-bent on our destruction tomorrow. On the other hand, we come from these beautiful traditions, these beautiful forms of governance that were so utterly broken by the experience of genocide, of theft, of immense lands and life, of the destruction of many of the things that we need to feed ourselves, to survive. And turning back to those things looks like sometimes a beautiful option, but sometimes it also feels impossible. Because if there's not enough fish in your river to feed your people, how are you going to turn back to your traditional way of governance if that traditional way of governance at the end of the day is built on the ability to have fish for the winter? And so across my reporting, which has taken me all across North America, from Washington, D.C., where a week ago I watched Deb Haaland, the first Native American cabinet secretary, introduce Mary Peltola, the very first Alaska Native congresswoman, as a congresswoman. She was just elected. To Bella Coola, British Columbia, where I've seen the Newhalk Nation revive some of their hereditary titles, the titles of chiefs who now govern in a traditional way particular plots of land in their territory. I see Indigenous peoples grappling with this very question. Do we turn away from the colonial state and resurge our traditional forms of Indigenous governance, or do we go into these colonial systems and try to influence and change them from within? And I think that's quite the choice. And I see in various ways leaders who've chosen to go into the government, not achieve the kinds of transformative changes that maybe they had hoped, and faced very unfair challenges when they are the first person of their race to be in those institutions. On the other hand, I've seen leaders of smaller communities and nations faced with these challenges that feel so much bigger than them that it seems impossible for their little community to take them on. When at the end of the day, how many fish are in the sea, is something that has to do with a global economy, with these trawlers who are out in the ocean scooping up, thousands upon thousands of fish, who can, in one set of their net, take 25% of the fish that come to your stream. You can feel really small. And so how do you make that choice? That's sort of, I think, the crossroads that Native people find themselves at today. And it's a very tough one. Quand j'entends Yano, Wana, Yvette et Nick parler, et je suis tout à fait d'accord avec eux, je me dis que nous sommes à la croisée des chemins et que nous avons un choix imparfait et injuste à faire. Soit nous avons d'une part des institutions coloniales qui hier essayaient de nous éliminer, et soit on peut choisir d'y rentrer pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Mais cela reste des institutions coloniales qui pourraient changer d'avis et de nouveau, comme elles l'ont fait hier, décider de nous éliminer. Mais d'autre part, nous avons, nous aussi, de très belles traditions, de très belles formes de gouvernance qui ont été complètement brisées par le génocide, par les pillages de nos terres et les destructions de nos vies. Et tout ce dont nous avions besoin pour survivre a été détruit. Et parfois, c'est vrai que l'idée d'envisager un retour à ces modes de vie et de gouvernance semble positif et souhaitable. Mais dans le même temps, ça peut paraître impossible. Par exemple, si nous n'avons plus de poissons dans nos fleuves, eh bien, comment imaginer un retour à nos traditions et à nos modes de gouvernance qui sont fondés finalement sur ces pratiques et ces modes de vie? Et dans mon travail en Amérique du Nord,
et j'ai pu travailler par exemple à Washington où j'ai vu Deb Haaland qui est la première membre du gouvernement Biden autochtone. Quand je l'ai vue présenter Marie Peltola qui est la première membre du Congrès autochtone venue de l'Alaska. Et également, quand je travaille, quand je vois ce qui se passe à Bella Coola, où on voit la nation de New Hulk qui est en train de raviver un système de titres héréditaires où ce sont les chefs qui sont en charge de certaines parties des terres, je vois que les populations autochtones sont en effet confrontées à ces questions. Doit-on finalement se détourner de cet état colonial pour revenir à nos anciennes formes de gouvernance ou bien faut-il y rentrer et essayer de changer les choses de l'intérieur? Je pense que c'est un choix extrêmement difficile. On peut voir parfois des personnes issues de communautés autochtones rentrer au gouvernement sans réussir vraiment à opérer un changement et on voit également qu'ils sont confrontés à certains défis immenses car ils sont souvent les premiers issus de leur communauté à pouvoir y rentrer. Et finalement, nous voyons également que ce sont des petites communautés qui sont confrontées à des défis absolument immenses. En fin de compte, la question du nombre de poissons relève de l'économie mondiale. Ce sont des chalutiers qui réussissent à pêcher des milliers et des milliers de poissons. 25% des poissons qui sont pêchés finalement en un seul filet. Donc, comment faire ce choix? Telle est la question et je pense que c'est un choix extrêmement difficile. Je pense que je vais totalement rejoindre les propos qui viennent d'être dits, parce que il y a une réconciliation qui est souhaitée par tous quelque part pour en fait enfin trouver une sorte de paix, mais même avec des fois les meilleures volontés, l'impression encore une fois que ça n'arrive pas à s'embrasser, à se lier, puisque au fond les intérêts et la finalité n'est pas la même. Et je pense que pas si on peut appeler ça un plan de vie, mais la vocation d'une communauté ou d'un peuple, la destination qu'elle choisit de prendre, ou qu'elle refuse de prendre aussi, certainement, régit l'interaction avec la société dominante. Nous avons des communautés qui sont dans un processus d'intégration, d'autres qui sont dans un processus d'autonomisation. On a des jeunes qui finalement découvrent qu'ils sont autochtones par le rejet de l'autre, par le rejet de la majorité, de la société dominante. Puisque jusque-là, moi je viens du peuple Kalinia, comme je vous l'ai dit, et Kalinia, ça veut dire deux choses. Ça veut dire être humain et le nombre 20. Parce que quand on compte sur ses doigts, et ensuite sur ses orteils, on arrive à 20. Du coup, Oi Kalinia, ça veut dire un être humain, ou bien ça veut dire 20. Ouais, c'est comme ça que nous concevons les choses. C'est-à-dire que des petits éléments ensemble forment quelque chose de plus grand, qui ensemble forment quelque chose d'encore plus grand, et l'ensemble des éléments se compose comme ça. Mais quand il y a deux choses qui n'arrivent pas à se correspondre, ça fait un choc
violent. Et je trouve que le choix qui a été posé tout à l'heure, c'est exactement ce à quoi on est confronté. Parce que aujourd'hui, par exemple, je vous parle en français. En tout cas, je m'efforce. Je ne suis pas non plus spécialement habile avec. Mais là où il y a la frontière, je dirais, c'est dans quelle langue on rêve, dans quelle langue on pense. Puisqu'il m'est difficile pour moi de vous parler très très longtemps, puisque ça fait 4 jours que je suis en France, hein, et ça commence à être fatigant de traduire à chaque fois toute sa pensée. Et je pense que c'est là où est le défi, d'arriver à faire comprendre, à faire connecter des pensées qui se structurent différemment, des concepts qui se sont construits différemment, pour une vocation qui sont de fait différentes. Les intérêts aujourd'hui de la France, malgré toutes les bonnes volontés qu'il peut y avoir de changement ou autre, ne pourront jamais être l'intérêt de mon petit peuple de 5000 individus en Guyane. L'intérêt aujourd'hui de la France, c'est de reprendre le marché du sous-marin pour vendre à l'Australie. Nous, notre objectif de vie, c'est de pouvoir passer le plus de temps possible dans nos hamacs à rigoler. sans avoir trop de déchets, sans avoir de bines, etc. Notre objectif de vie, il est là. Et nos aînés nous le répètent régulièrement. Si on doit apprendre la culture, si on doit apprendre le savoir de nos aînés, c'est pas pour faire n'importe quoi ou vendre le savoir des plantes à des labos, etc. C'est parce que nous, encore une fois, tout ce qu'on veut faire, c'est rigoler, être dans les hamacs, manger du bon poisson, jouer avec les enfants, se baigner dans le fleuve et puis laisser couler la vie. Là, c'est notre objectif de communauté. Et si un jour on doit écrire une constitution propre à nos peuples, je pense que ce sera ça, les article 1, article 2. Donc voilà, c'est comme ça que je le conçois, et il est clair qu'il va falloir jongler, puisqu'aujourd'hui, pour vivre équilibré, il faut savoir jongler entre les mondes. Aujourd'hui, je vous parle en français. Ce soir, je vais rêver en Kaligna. Tout à l'heure, j'ai mangé des pâtes. Quand je vais rentrer, je vais manger du poisson. Je vais manger du manioc. Et finalement, savoir faire les deux sans jamais se perdre, c'est ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, ne surtout pas oublier les chants, les danses, les mythes et le nom des lieux. Parce que le territoire, chez nous on dit que le territoire que l'on vit, c'est le territoire que l'on a nommé. Donc notre territoire s'arrête là où on ne nomme plus les choses. Et tout ça, il faut, pour moi, l'enseigner au tout petit. Parce que malheureusement, en Guyane, la jeunesse aujourd'hui, notamment autochtone, elle est confrontée soit au trafic de drogue, soit au suicide, soit ils finissent à l'armée. Parce qu'il n'y a pas trop de débouchés divers. Mais c'est pour ça que pour moi, je parie sur les tout petits. Sur les tout petits, il faut leur apprendre les priorités, il faut qu'ils apprennent à profiter du hamac. Et voilà, c'était mon message, profiter du hamac.
Bien, merci, profitons du hamac. Merci beaucoup pour ces témoignages, merci pour ces interventions. À partir de cette idée de gardien de la terre et à travers vos interventions, on comprend bien que vous êtes enserrés dans un étau entre adaptation et résistance, entre secret d'un certain rapport à l'élément naturel et révélation des menaces et des injustices qui s'y opposent. J'ai entendu les mots de frontière, d'entre-deux, de ligne de partage. Puisque nous sommes dans un festival littéraire et culturel, espérons que justement la littérature nous aidera à trouver peut-être, gageons que la littérature nous aidera à trouver des chemins de traverse pour tenir ensemble cette responsabilité qui nous incombe à tous. Merci infiniment, merci à vous. Je rappelle pour tous ceux qui, intéressés, curieux, voudraient prolonger leur expérience, qu'une librairie autochtone est présente, enfin une librairie rassemblant des ouvrages sur les populations autochtones nord-américaines, mais aussi d'ailleurs, est présente au Salon du Livre, accessible en libre accès. N'hésitez pas à aller voir. Merci infiniment à tous. Merci également, un grand merci à nos interprètes qui font un travail long et douloureux parfois. Merci.